Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique et merci d'être avec nous. Au Togo, au cours d'une crise sociopolitique depuis août 2017, la classe politique sur le bon rail pour trouver une issue. Le 23 septembre dernier, la rencontre du comité de suivi de la CEDEAO avec les protagonistes de la crise togolaise a enregistré des avancées significatives. Sur certains points, selon les partis en conflit, en tout cas avec une partie de l'opposition, le projet de réforme constitutionnelle qui prévoit la limitation du nombre de mandats présidentiels, comme le demande l'opposition, donc sera engagée avant le 20 décembre par voie parlementaire, mais la coalition des 14 partis de l'opposition va aller plus loin. Elle demande le retour à la Constitution de 1992. Et bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau Tchabouré Aimé Gogué, professeur agrégé en économie. Vous êtes également le leader de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, ancien ministre du plan du gouvernement de la transition. C'est bien cela. Merci d'être avec nous. Merci, c'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous à Dakar. Le plaisir est partagé avec nous également sur ce plateau Dr René Massiga Diouf, politologue, spécialiste des questions africaines, journaliste, écrivain également. Il faut le préciser, votre dernier ouvrage, Pouvoir et justice en Afrique du Sud et au Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous, je suis très honoré. Alors, on va commencer par vous, professeur. L'opposition a désormais la possibilité de choisir ses représentants au sein de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, 8 membres pour une commission paritaire. Déjà, une partie de l'opposition qui a assisté aux travaux parle d'avancées significatives, pour ne pas le nommer, Jean-Pierre Fabre. C'est votre avis, vous partagez cet avis? Bon, disons que c'est une avancée, mais est-ce que nous pouvons parler d'avancée significative? Parce que ça, c'était déjà inscrit dans la loi électorale, que c'est 17 membres, dont 8 pour l'opposition et 8 pour le régime, pour le parti au pouvoir. Donc ce n'est pas une avancée, c'est plutôt la demande de l'application des textes. C'est l'application des textes. Disons que vous voulez dire, la loi électorale qui existe depuis, je crois, depuis 2006. Donc, ce n'est pas quelque chose, une avancée. C'est que maintenant, le gouvernement, on demande, le comité de suivi de la CEDEAO demande au gouvernement d'appliquer cette disposition. C'est tout. Parce que le gouvernement s'en était écarté d'une manière significative. Sur les 17 membres, ils avaient déjà nommé 13 membres. Donc, maintenant, on leur demande d'appliquer la loi. Est-ce que, bon, si c'est une avancée que de dire d'appliquer la loi et qu'ils acceptent d'appliquer la loi, je ne sais pas. Mais ça dit qu'est-ce que l'opposition finalement parle le même langage, parle d'une même voix? Non, je crois que c'est le même langage. Bon, disons que bon, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, a exprimé que nous sommes satisfaits qu'au moins c'est un début d'application des textes. Le gouvernement togolais n'est pas reconnu pour appliquer les textes. Alors, René Massiga Diouf, que pensez-vous de la séquence actuelle du processus de dialogue entre pouvoir et opposition pour une sortie de crise? Moi, je crois que c'est une dynamique qu'on peut saluer, une dynamique qu'on peut qualifier comme étant très positive. Maintenant, je crois que le Togo est habitué à ce genre d'initiative et à ce genre de mouvement, disons. Puisque si on revisite un peu l'histoire du Togo, on se rend compte que le dialogue n'est pas quelque chose quand même d'inédit dans l'histoire politique du Togo. Le Togo a toujours été un pays de dialogue, un pays où, par exemple, il y a eu une réelle volonté d'aller vers des consensus. Et ça, depuis l'indépendance, rappelons la conférence de Brazzaville de 1945, qui a été quand même à l'origine d'un certain nombre de choses d'acquis. Malheureusement, ça n'a pas connu un peu les succès qui étaient escomptés, dû un peu à des tiraillements, dû un peu à un déficit, à un défaut d'ouverture politique et à un manque un peu d'entente au sein des partis politiques. Et donc moi je crois qu'il faut saluer cette dynamique positive parce que le Togo n'a pas intérêt à continuer à jouer avec le chaos actuel. Et donc forcément, il faut qu'une feuille de route vienne de quelque part et moi je crois que cette feuille de route est en train d'être tracée. Maintenant, vous me permettez juste de faire une précision sur la Commission électorale nationale indépendante. Je suis d'accord avec le professeur. Disons qu'on peut effectivement, comme vous le dites, qualifier ça d'avancée. Parce que pourquoi c'est une avancée? Parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas jusqu'à récemment, il y a eu des blocages même au sein de la CENI. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs d'État sont réunis pour dire que la CENI doit être ouverte, conformément aux dispositions un peu de
la loi électorale de 2006. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que 13 personnes dans cette CENI ont été nommées par l'actuel pouvoir, alors que... Subsiste, René Massiga, c'est vrai qu'il y a la composition de la commission paritaire, mais concernant la personnalité qui doit diriger cette commission et le bureau qui doit être mis en place, là également, ça bloque. Oui, j'en venais, ça coince. Et c'est ça qui a été le principal point, un peu le principal obstacle. Mais je crois que c'est en train d'être surmonté. Et c'est en train d'être surmonté parce que bon, les gens ont rappelé qu'il faut un peu respecter cette disposition de la loi électorale de 2006. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Ce qui s'est passé, c'est que puisque les blocages ne menaient à rien, ne menaient nulle part, le gouvernement avait pris l'initiative un peu de travailler, de faire travailler la commission en l'état. Et donc c'est la raison pour laquelle les travaux ont été décriés. Et donc on a dit que non, la feuille de route dit qu'il faut 8-8. Donc 8 de l'opposition, c'est-à-dire des forces politiques constitutives de l'opposition, et 8 de l'opposition, 8 de l'autre parti. Et donc ça allait faire 16, et c'est à ce niveau qu'il fallait, c'est au sein un peu de ces 16 membres qu'il fallait choisir celui qui devrait présider un peu au destiné un peu de cette CENI. Et donc c'est la raison pour laquelle les blocages quand même ont connu, disons, un point qui fait que je crois qu'on peut aller réellement vers quelque chose qui peut ressembler à des avancées. Alors, on parle notamment des élections avant le 20 décembre, la composition de la commission électorale, mais finalement, est-ce que la crise électorale ou la crise politique se résume à la crise électorale? Parce qu'on parle souvent de... Nous avons toujours organisé des élections à date échue, mais toujours la crise subsiste. Ça montre clairement que la crise ne se limite pas à une crise électorale. Nous pensons que c'est beaucoup plus profond que ça. Même au niveau de la CENI, ça n'est pas encore réglé, parce que c'est 8-8. En principe, celui qui représente le 17e, parce que la CENI comporte 17 membres, le 17e membre est de la fonction publique. Or, dans l'accord politique global qui a donné lieu aux accords qui suivent aux signatures, aux lois qui régissent la vie politique, cet accord politique global dispose que le fonctionnaire qui est désigné est simplement observateur. Or, le gouvernement le prend comme président de la CENI. Vous voyez que c'est l'incohérence totale. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur la présidence de la CENI. Nous voulons que ce soit réglé. Et cela se retrouve au niveau des démembrements de la CENI dans les différentes préfectures, localités du pays. Là également, il faut, actuellement, c'est un juge, un magistrat ès-qualité qui est président des CENI. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Bon, ensuite, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut des réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est la Cour constitutionnelle qui reconnaît, qui décide des problèmes, qui décide des élections. Mais il est établi qu'elles seront engagées avant le 20 décembre, non, par voie parlementaire. Oui, mais il y a deux problèmes. D'abord, si c'est fait le 19 décembre, à la veille des élections. Or, c'est la Cour constitutionnelle qui valide les listes, qui valide la liste des candidatures, etc., qui en dernier ressort proclame les résultats. Mais évidemment, il faut qu'on se mette d'accord sur ça d'abord. Actuellement, c'est désigné par le régime en place. 3 par le président de la République et 3 par l'Assemblée nationale, 3 par le Sénat. Le Sénat n'existant pas, c'est l'Assemblée qui décide, qui choisit les 6 membres. Or, les 6 membres, l'Assemblée est dominée aux 2 tiers par le parti au pouvoir, donc ce qui revient à ce que tous les 9 soient désignés par le parti présidentiel. Bon, nous ne disons pas que ça doit être opposition ou bien gouvernement, mais il y a un problème à résoudre à ce niveau. Donc nous disons qu'il faut que les réformes se fassent avant que le processus électoral s'engage. Évidemment, il y a certaines dispositions, certaines mesures que l'on peut prendre entre-temps, mais il faut que cela soit fait. Oui, le processus suit son cours. Professeur, vous êtes la 3e force politique du paysage politique. Vous êtes arrivé 3e en 2015, à l'issue des élections de 2015. Oui. Le calendrier électoral, parce que vous avez également suspendu le recensement électoral le 1er octobre, estimant que c'est trop juste. Est-ce que finalement les élections pourront-elles avoir lieu le 20 décembre, le calendrier? Non, pour nous, ce que nous disons, il faut qu'on se mette d'accord sur un chronogramme. Si nous discutons du chronogramme des réformes constitutionnelles, institutionnelles et du calendrier électoral, si ça peut se faire même le 10 décembre, il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons qu'aucune tâche ne soit bâclée. Il faut que tout se fasse normalement. Mais actuellement, vous voyez, on doit refaire le recensement électoral, le fichier électoral, il faut l'établir, il faut la distribution des cartes. Nous avons dit cartes biométriques. Vous avez l'expérience du Sénégal. En 6 mois, vous n'avez pas pu le faire.
On nous dit, pays sortant de crise, qu'en combien de semaines il faut le faire. Mais vous savez, le Conseil de sécurité avait décidé des élections présidentielles en République, en Centrafrique, pour 2014. Ils l'ont fait en quelle année? En 2016, vous vous rappelez? Et ça a donné des résultats que les gens n'ont pas contestés. Même s'il y a eu, la crise se prolonge, mais au moins, les candidats n'ont pas contesté les résultats. C'est ce que nous voulons pour le Togo. Nous sommes prêts, si les élections doivent avoir lieu dans un mois, mais que toutes les tâches sont accomplies d'une manière normale, sans problème, il n'y a aucun problème. Mais qu'on court derrière une date, en sachant qu'on sera obligé de bâcler les choses, ça ne va pas. Alors, René Massiga, compte tenu de tous ces facteurs de blocage, il n'y a pas encore eu de consensus. Est-ce qu'aujourd'hui, les élections peuvent constituer une réponse suffisante à la résolution de la crise ou des tensions politiques dans ce pays? Moi, je crois qu'avant les élections, il y a d'abord un travail à faire en amont. Et c'est ça qui va légitimer un peu les résultats qui seront sortis du scrutin. Et donc, moi, je suis d'avis que la date du 20 décembre est très juste. On ne peut pas organiser des élections avec tous les enjeux qui entourent un peu ce scrutin le 20 décembre. C'est-à-dire exactement dans 2 mois et autour de 25 jours. C'est quasi impossible. Les élections sont importantes, mais le plus important, c'est le travail qui est fait en amont. Et donc, au Togo, actuellement, pratiquement rien n'est fait dans la préparation un peu de ces élections. La CENI avait commencé un peu le recensement, mais vous avez entendu l'opposition. L'opposition avait dit non, il faut respecter un peu la loi électorale de 2006. Et donc, c'est ça qui a fait que, le recensement a connu un peu des ratés. Et ça, il faut le dire, et la contestation va se poursuivre. Et donc, moi, je crois que la communauté internationale, les facilitateurs, à savoir un peu les partis, les groupes qui sont un peu à l'interne, et la CEDEAO doit faire en sorte de travailler en amont, de bien préparer les élections, veiller à ce que quand même tous les préalables soient réunis. Parce que la CEDEAO avait élaboré une feuille de route à l'issue de oui, mais en vérité, si vous regardez, si vous connaissez un peu l'histoire politique du Togo, si vous connaissez un peu la situation politique depuis 1991, mais la CEDEAO n'a fait que reprendre ce qui existait déjà au Togo, en vérité. En 1991, la Constitution de 1991 reconnaissait un peu la limitation des mandats présidentiels. Et donc, l'élection à 2 tours, le vote de la diaspora, ce sont ces points que la CEDEAO a soulevés. Et donc, il n'y a rien de nouveau sur la feuille de route. La CEDEAO ne demande qu'un retour un peu à un processus démocratique normal. Et donc ça, c'est sur le papier ce qui est consacré, mais il y a un travail pratique, un travail physique à faire sur le terrain, et malheureusement, c'est ce travail qui n'est pas encore fait. Oui, j'ai donné l'exemple du recensement, mais également il faut que les gens s'accordent sur les règles du jeu. Et ça, c'est loin d'être le cas actuellement. Ils ne s'accordent pas du tout sur les règles du jeu. Et le point principal du blocage, c'est cela. C'est que l'opposition dit, par exemple, que nous voulons la limitation des mandats. Le régime dit, oui, on est d'accord. L'opposition dit non, mais pas avec Faure. Faure ne doit pas se représenter. Et donc l'opposition dit, le régime dit, il faut que Faure soit là, au moins pour un mandat. Ça, vous pensez que ça, c'est pas un problème sérieux, ça? Et donc, si dans ces conditions, évidemment, il y aura toujours les blocages, et malheureusement, ça ne va pas favoriser un climat apaisé pour l'organisation d'élections crédibles. Et malheureusement, c'est ça que je dis. Il faut continuer les négociations, il faut préparer un peu le terrain, et donc ça nécessite que tous les acteurs s'asseyent et échangent autour d'une plateforme commune qui puisse permettre d'aller, disons, vers des élections dans la quiétude. Sinon, le 20 décembre va ressembler à ce que nous avons connu en 2005, ça va ressembler également à ce que nous avions connu dans le passé. Malheureusement, c'est ça la réalité. Alors, lui, il pense que les négociations doivent continuer et le mandat de Faure va expirer bientôt, lui. Bon, c'est vrai qu'officiellement, il ne s'est pas encore déclaré, il n'a pas déclaré sa candidature. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'opposition réclame concrètement? Le principal point de revendication de l'opposition au Togo, c'est quoi, professeur? D'abord, la Constitution, elle a bien mentionné, il faut que la Constitution... Au début, nous avons réclamé le retour à la Constitution de 92. Au début? Au début. Donc ce n'est plus à l'ordre du jour? Non, c'est toujours à l'ordre du jour, mais nous reprenons les points essentiels, parce qu'on ne peut pas dire que si on nous ramène la Constitution avec une virgule qui manque, nous allons dire non, on veut le retour intégral. Non, on tient des points essentiels, notamment la limitation du mandat, mais avec la phrase « en aucun cas », parce que Faure déjà, il va faire jusqu'en 2020, il aura fait 15 ans. Si on ne tient pas compte de cela, ça veut dire qu'il peut être encore candidat en 2020 et en 2025. Donc il sera là jusqu'en 2030 au moins. Vous vous rendez compte? Ça fait quoi? Avec ce projet qui intègre la limitation du nombre de mandats, il ne peut plus se représenter. C'est ce que nous souhaitons. Et la rétroactivité de la loi, vous en... Nous ne parlons pas de... Nous disons que nous allons retenir au moins... Comme dans toute la sous-région d'Afrique de l'Ouest, personne ne fait plus de 2 mandats.
en principe, avec l'accord politique global de 2005, il ne devrait plus être candidat en 2020. Même si on tenait compte des choses, il ne devait pas être candidat en 2015. Il a été candidat en 2015. Maintenant, on dit maintenant, ça suffit. Lui seul, 20 ans au pouvoir, 15 ans déjà, c'est beaucoup. Ça, c'est le premier point. Il y a d'autres points qu'on a réclamés, notamment actuellement le président de la République nomme le Premier ministre comme il veut. Nous disons qu'il faut des critères pour la nomination du Premier ministre et les prérogatives du Premier ministre. Actuellement, notre Premier ministre est moins qu'un premier parmi les ministres. Il n'a aucun pouvoir. Supposons que nous arrivons à une situation où le Parlement, les assemblées, l'opposition à la majorité à l'Assemblée nationale, et puis le président nomme n'importe qui, sans pouvoir comme Premier ministre. Vous voyez ce que ça donne comme problème. Donc nous disons qu'il faut des prérogatives claires du Premier ministre. Mais quand même, vous êtes en phase sur les réformes contenues dans le projet qui sera donc... En grande partie, oui. En grande partie, oui, mais reste cette disposition. D'abord, les procédures et les prérogatives du Premier ministre, ça ne sont pas mentionnés. Donc, il faut qu'on en discute. Ensuite, le mot en aucun cas ne peut faire plus de 2 mandats. Il faut qu'il soit précisé. Le type de réforme constitutionnelle, de la composition et les prérogatives de la Cour constitutionnelle ne sont pas mentionnés. Ensuite, il y a d'autres institutions qui sont visées. Le vieux de la diaspora, je crois, on peut tomber d'accord rapidement sur cela. Ensuite, il y a le mode de scrutin également. Le mode de scrutin également. Mais pour les élections législatives, il y a problème. Parce que vous savez ce qui se passe actuellement. Ça, les gens ne font pas attention. Actuellement, unir le parti présidentiel a 62 députés. L'opposition en a 29 sur 91. Mais savez-vous que l'opposition a plus de voix que le parti unir? Avec 80 000, 82 000 à peu près de voix de plus que l'opposition parlementaire, unir a le double des députés. Comment ça? Oui, c'est le découpage électoral, le mode de scrutin. Comment voulez-vous qu'on puisse aller aux élections avec ça? Ils se pavanent en disant qu'ils ont la majorité au Parlement, mais regardez sur quoi est basée cette majorité. Il faut nécessairement qu'on revoie ce système de découpage électoral et de mode de scrutin. Donc il y a beaucoup de points qu'on doit régler, comme il a bien dit M. Diouf. Il faut beaucoup de travail en amont pour arriver à des élections transparentes ou crédibles où tout le monde sera en paix avec lui-même. Alors, René Massiga, concrètement, parce qu'on parle de concessions de part et d'autre, chacune des parties campe sur sa position, ne voulant pas faire des concessions, en tout cas ce que nous constatons. En tout cas, ce que vous dites, on vous le concède. René, concrètement, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour respecter le calendrier électoral ou pour qu'il y ait des élections transparentes, crédibles et équilibrées, comme ils le disent? Moi, je crois que le calendrier électoral tel qu'il est proposé actuellement est irréaliste. Ça, il faut le dire, il faut le dire ainsi. Vous pensez que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible d'organiser des élections le 20 décembre au Togo. Sinon, elles vont déboucher sur ce que nous avons connu dans le passé et dans le pays. Parce qu'en vérité, les élections au Togo ont été toujours contrôlées par le régime en place, qui a beaucoup plus de force, qui a les ressources de l'État à son côté, pour lui, quoi. Et donc c'est ça qu'il faut dire à ce niveau. Moi, je crois que ce n'est pas réaliste d'organiser le 20 décembre des élections. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tous les acteurs s'asseyent pour essayer de voir à quand est-ce qu'on peut reporter les échéances, s'accorder sur un nouveau calendrier. Et donc moi, ce que je propose de manière concrète, connaissant un peu la situation, connaissant un peu les données, connaissant un peu certains éléments, moi, ce que je propose, c'est quand même de faire en sorte de repousser sur une durée beaucoup plus importante. Et donc, beaucoup plus importante, moi je veux dire sur 2 ans. Les élections au Togo, on ne peut pas les organiser dans moins de temps. Est-ce que le mandat présidentiel, le mandat de Ford, justement, j'en viens. Ça permet un peu de régler la question un peu de la représentation de Ford. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ford dit qu'il ne veut pas partir, et ça, il faut être réaliste. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir sans faire partie quand même de la solution pour le futur un peu du Togo. Et donc ça, il faut le reconnaître. Ce sera ainsi, et moi je crois que les dirigeants de la CEDEAO le savent également. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut négocier avec Ford qui est là, négocier avec les partis politiques et demander à Ford peut-être de présider une période de transition de 2 ans, 3 ans, le temps de mettre en place les préalables. Parce que lui aussi, il faut qu'il fasse des concessions. Il ne peut pas encore rester là pour une période assez importante. Et donc relativement aux données un peu de la Constitution actuelle. Et donc il faut
mettre en suspens toutes les données constitutionnelles actuellement, aller vers des réformes constitutionnelles, vers les réformes institutionnelles, ça c'est important. Les réformes constitutionnelles, c'est la composition de la Cour constitutionnelle, ça aussi c'est très important parce que le pouvoir en place a tous les leviers pour contrôler les différents scrutins qui se passent dans le pays. Et même en matière de gestion électorale, en matière de gestion économique et sociale. C'est ce que nous connaissons dans plusieurs pays africains. Et ça ne favorise pas le plein épanouissement pour la démocratie. Il faut réformer constitutionnellement, il faut réformer institutionnellement et il faut ensuite faire en sorte que les acteurs politiques également puissent s'entendre sur quelque chose. Parce que le Togo a toujours travaillé sur des feuilles de route extrêmement pertinentes. On est en 2018 et la constitution proposée en 1992 par le président Eyadema pour s'ouvrir un peu à la démocratie est toujours d'actualité. Parce que je vous ai dit, par exemple, que sur 100 des points, au moins les 97 proposés étaient déjà dans la Constitution 1992. On est en 2018. Et donc, qu'est-ce qui manque? C'est la volonté, c'est la capacité un peu des acteurs politiques à s'entendre sur quelque chose et évidemment à faire des concessions, à un peu sacrifier une partie un peu de leurs égos et de leurs ambitions aussi. Ça aussi c'est important. Et donc moi je crois qu'en l'état actuel, il faut négocier et il faut que les concessions viennent de tous bords. L'opposition en a déjà fait, il faut le reconnaître. Je ne veux pas rentrer dans les points sur lesquels ils ont fait des concessions. Le pouvoir également a fait en sorte qu'il y ait dialogue, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Le pouvoir, parce qu'il n'est pas question de retour à la Constitution de 92 qui prévoit la limitation de mandat, la rétroactivité sur cette question. Moi, je crois que oui, absolument. Pour qu'on sorte de la situation actuelle, c'est presque une nécessité qu'on revienne à la Constitution 1992. Toutes les propositions vont dans ce sens. Les spécialistes que nous sommes, moi j'ai assisté à une rencontre un peu sous-régionale il y a quelques semaines, et donc les principales propositions tournaient autour des éléments de 1992. Ici au Sénégal, vous avez aussi tous les éléments de la Constitution 1992 au Togo, quasiment, je dis sans exception. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, et donc vous allez dans pas mal de pays, c'est la même chose. Et que donc c'est une dynamique inéluctable en vérité pour nos pays. Et ça c'est ne pas faire de concessions là-dessus, c'est faire en sorte que la crise perdure. Et donc c'est malheureusement ça la réalité. Et je crois que Faure ne peut pas continuer à prendre en otage toute une partie de l'Afrique de l'Ouest. On a déjà assez de conflits, il faut qu'il fasse davantage de concessions et dire que non, moi j'accepte de présider un peu la transition pour une période de 2 ans à 3 ans. Ça dépendra un peu des acteurs politiques. Et puis après, bon, et qu'ils puissent accepter de s'effacer le temps qu'on mette en place les préalables, les institutions, etc. On organise des élections démocratiques, aussi bien législatives que présidentielles, qui vont aboutir à zéro contestation. Moi je crois que c'est ça. Alors, professeur Gougué, vous êtes de la coalition des 14 partis de l'opposition. Cette proposition, vous l'analysez comment, la proposition de René Massiga Diouf? Non, nous l'avons examinée, nous l'avons étudiée. Dans notre proposition, dans notre mémorandum, nous avons proposé une période de transition. Nous avons proposé une période de transition. Effectivement, nous avons proposé une transition. Le contenu, comment elle doit se faire? C'est Faure qui doit présider au destiné de cette... Bien sûr, on avait prévu ça. On avait fait des hypothèses, qui président ou bien qui ne président pas. Mais nous en avons discuté. Disons, la probabilité qu'il préside était bien envisagée chez nous. Les contours de cette transition soient beaucoup plus explicites. L'opposition et... Non, nous avons dit que, en gros, il y avait l'option où Faure devait être président, mais la primature nous revenait avec des pouvoirs réels au Premier ministre. Et les postes de responsabilité devaient être partagés, et les postes ministériels de souveraineté devaient être partagés entre les deux groupes. Mais c'est qu'il y a un autre problème au Togo avec l'opposition. Quel est le problème? Non, la coalition des 14 partis de l'opposition, il n'y a pas... C'est une partie de l'opposition. Vous savez, dans le pays africain, au Togo, on a environ plus de 110 partis politiques. Mais est-ce que c'est les 110 partis politiques qui sont actifs sur le terrain? Non. C'est les partis politiques qui sont actifs. Même ici, je suis sûr, dans presque tous les pays d'Afrique francophone, il y a plein de partis politiques d'opposition, mais il y a très peu qui sont actifs sur le terrain. Donc c'est les plus actifs qui devaient participer à ce jeu. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Vous êtes également économiste et on va parler d'économie de votre pays. On va en parler. La crise perdure depuis 2017 ou 2017. La crise togolaise est plus vieux que ça, oui, mais disons que ça a pris une autre tournure. Ça a pris une autre tournure à partir de 2017 avec les manifestations contre manifestations. Et l'économie dans tout ça... L'économie en a souffert un peu. En a souffert un peu, surtout les premiers mois jusqu'à février 2018, mais après avec la diminution des manifestations, ça semble reprendre un peu.
Mais nous regrettons, pour nous, ce n'est pas un plaisir. Moi, je suis économiste, je suis un responsable politique, je vais diriger demain le pays, je ne vais pas prendre un pays par terre, où l'économie se trouve par terre. Mais si vous avez en face de vous des gens qui ne veulent rien comprendre, ne veulent rien faire, il vaut mieux supporter de quoi à court terme pour pouvoir avoir une croissance économique durable. C'est dans cette situation que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour... Il faut arriver vite à un consensus pour s'en sortir. Il faut arriver vite à un consensus. Parce qu'il ne sert à rien de manifester. Pour moi, c'est complètement indicible. La crise dure depuis, si on veut dire, la crise dure depuis 91. Surtout depuis 93. Vous savez, au Togo, on a fait, c'est unique au monde, c'est unique au monde. Nous avons fait 9 mois de grève générale, illimitée. 9 mois, rien n'a changé. Est-ce que vous trouvez normal? D'accord, avec la force, la puissance que le gouvernement a, il a la possibilité de tout dominer, de tout reprendre, mais malheureusement, la crise perdure. Alors, très rapidement, René, en une minute ou en quelques secondes, vous êtes spécialiste des questions africaines. On parle toujours du devoir de démocratisation dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, avec Togo, comment voyez-vous l'avenir politique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest? Oui, moi je crois que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont obligés d'être dans un processus démocratique beaucoup plus important. Et donc, il y en a certains qui y sont, mais disons qu'il y a encore des problèmes à régler à l'interne. Et rapidement, sur la question du Togo, moi je crois que pour la transition, on ne peut pas exclure le président de la République. Ça c'est important, il faut qu'il préside pour régler une question politique ponctuelle. Et donc ça c'est important, vous lui donnez de l'importance au sein un peu de cette transition, plus vous facilitez un peu son départ. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que le poste de Premier ministre, généralement, ça ne revient pas tout le temps à l'opposition qui est partie. Souvent, ça revient à une personnalité politique neutre. Et donc, ce sont les postes ministériels qui reviennent, dans la plupart des cas, un peu au parti de l'opposition. Et moi, je crois que c'est ça qui peut faciliter un peu les choses, parce que le Premier ministre sera là en tant qu'un observateur du processus qui est engagé, et ça aussi, c'est important. Moi, je crois qu'il faut que les acteurs se regroupent pour un peu trouver des solutions pour ça. Maintenant, ça, c'était juste une simple parenthèse pour revenir un peu à ce processus. Moi, je disais que l'Afrique, c'est très important, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est l'une des parties les plus importantes du continent. Depuis quelques années, on montre un visage démocratique vraiment envié dans le monde. Il nous faut un peu consolider un peu cette démocratie. Mais quand vous regardez un peu ce qui se passe dans nos pays, au Sénégal, au Mali, etc., il y a des velléités de contestation extrêmement importantes dues au fait de l'accaparement de tous les ressorts du pouvoir par les présidents en place. Et donc, on est en face quand même d'un présidentialisme exacerbé. Et en partie, c'est ça le problème du Togo, en partie. Et donc, il faut faire en sorte d'expérimenter un peu certains systèmes politiques qui puissent permettre un peu de consolider cet élan démocratique en Afrique de l'Ouest. Merci, René Massiga. C'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Tchabouré Aimé Gogué. Vous êtes ancien ministre du Plan, professeur agrégé en économie, pas docteur, mais professeur agrégé en économie, président de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral et au Togo, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Merci donc, professeur. Avec nous également Dr René Massiga Diouf, politologue, journaliste, écrivain spécialiste des questions africaines. Votre dernier ouvrage intitulé Pouvoir et justice en Afrique du Sud et au Togo. Merci donc, messieurs. Grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous allez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Merci à vous d'avoir été des nôtres.